l'assistant du milliardaire entre dans une chambre d'hôpital. Puis il sort une mallette extrêmement élégante. Il en sort une machine à café haut de gamme hors de prix et prépare tout pour l'arrivée du milliardaire. Mais lorsqu'il tire le rideau entre les deux lits, il découvre qu'un homme noir est déjà installé sur le lit voisin. « Qu'est-ce que tu fais ici ? Oh tu sais, la vie a ses épreuves. » Alors que l'assistant s'apprête à expliquer la situation, le milliardaire est amené dans la chambre en faisant beaucoup de bruit. Il répète qu'il a des réunions importantes le mois prochain. Il refuse de perdre son temps dans un lit d'hôpital et supporte encore moins de devoir partager une chambre avec un inconnu. Où est-ce que c'est ? Mais qui êtes-vous ? Ils disent que, oh mon Dieu, il ordonne immédiatement à son assistant de lui trouver une chambre privée. Mais son assistant refuse sa demande, ce qui est particulièrement ironique, car cette règle vient justement de lui. Pour maximiser les profits, toutes les chambres de cette aile sont prévues pour 2 personnes, sans aucune exception. C'est ainsi que ce milliardaire blanc et cet homme noir qui a passé sa vie comme mécanicien automobile se retrouvent forcés par le destin à partager la même chambre. Et leur ennemi commun est le cancer. Mais la situation est bien plus grave qu'il ne l'imaginait. Pour subir une opération au cerveau, il doit se faire raser les cheveux, que son coiffeur personnel entretenait avec le plus grand soin, même avec une fortune immense, et accès aux meilleurs médecins du monde. Les chances de réussite de telle opération restent inférieures à 5%. Devant sa chambre sont réunis de nombreux professionnels de santé, ainsi que son assistant toujours prêt à lui obéir. Mais pas un seul membre de sa famille, pas même un ami réellement inquiet pour lui. La vie de Carter est pourtant totalement différente. Il ne possède pas une immense fortune, mais il possède une richesse intérieure exceptionnelle. Il dévore les livres. Quand il était jeune, son rêve était de devenir professeur d'histoire. Mais son destin a changé l'année où il a été accepté à l'université. Sa petite amie est tombée enceinte par accident. Pour sa famille, il a sans hésiter mis son rêve de côté et a travaillé pendant 45 ans dans un garage automobile. Il a construit toute sa famille de ses propres mains. Pendant son hospitalisation, sa femme Virginia vient prendre soin de lui chaque jour. Ses fils viennent également souvent lui rendre visite. Autour de son petit lit flotte toujours la chaleur d'une vraie famille. Au début, ces 2 hommes, venus de mondes totalement différents, semblent incompatibles sur tous les plans. Si ça ne vous dérange pas que je vous demande, c'est quoi cet appareil que vous avez là-bas? C'est quoi? Ça fait du café. Ça s'appelle du Kopi Luwak. Je sais comment ça s'appelle, mais vous en buvez vraiment. Vous ne me verrez jamais boire ça. Cole continue de vivre comme il en a toujours eu à l'habitude. Les meilleurs plats à chaque repas. Et garde un optimisme presque obstiné face à sa maladie. Oui, c'est probablement le meilleur café de notre vie. Il invite même généreusement Carter à dîner avec lui. Mais Carter décline poliment, car il sait que cela ne changera rien. Ce n'est plus vraiment le meilleur choix. Mais la maladie ne fait jamais de distinction. Lorsque la douleur devient insupportable au beau milieu de la nuit, lorsque les traitements lui retirent toutes ses forces, ni sa fortune ni ses connaissances ne peuvent lui épargner la moindre épreuve. Face à cette souffrance qu'ils partagent, ils ne sont plus un milliardaire inaccessible et un simple mécanicien, mais seulement 2 hommes âgés confrontés à leur fin. Au fil des jours passés ensemble, ils commencent peu à peu à baisser leur garde et à se confier l'un à l'autre. Ils jouent aux cartes au coucher du soleil et parlent de leur vie durant les longues nuits silencieuses. Cole raconte ses 4 mariages qui ont échoué. Son récit est rempli de calculs et de fierté. Mais il ne parle jamais de ses enfants. Carter raconte ses 45 années consacrées à sa famille et son plus grand regret d'avoir abandonné son rêve de devenir professeur d'histoire. Mais lorsqu'il parle de sa femme et de ses enfants, son regard se remplit de tendresse et de fierté. Les jours avant le diagnostic final ressemblent à l'attente du verdict du destin. Carter sort silencieusement une feuille de papier et écrit quelques lignes. Qu'est-ce que tu fais? J'y écris. Tu écris quoi? Rien, j'y écris simplement. Le médecin responsable de leur dossier apporte alors une terrible nouvelle. La maladie est largement propagée. Il ne leur reste au maximum qu'1 année. Cole reste étonnamment calme. Il demande même en premier des nouvelles de Carter. Lorsqu'il apprend qu'ils sont tous les 2 dans la même situation, la chambre plonge instantanément dans un long silence. La feuille finit pourtant froissée et jetée à la poubelle. Ils traversent tous les 2 les 5 étapes que connaissent tant de patients. Le refus et la colère, le compromis et le désespoir, jusqu'à finalement accepter la réalité. Le lendemain, Cole retrouve par hasard dans un coin de la chambre la feuille que Carter avait abandonnée. Sur ce papier froissé sont inscrits 3 souhaits très simples. Aider un inconnu, rire jusqu'aux larmes, contempler un spectacle grandiose. Ce sont les rêves que Carter avait gardés au fond de lui depuis sa jeunesse, mais que Hélène n'avait jamais réussi à réaliser pendant toutes ces années. Maintenant qu'il ne lui reste qu'1 année, ses rêves semblent encore plus impossibles à atteindre. Pourtant, cette simple feuille de papier suffit à réveiller l'enthousiasme de Cole. Sa vie touche à sa fin, et tout ce qui lui reste, ce sont des sommes d'argent impossibles à dépenser. Et justement, son argent peut lever la plupart des obstacles qui empêchent
empêche ses rêves de devenir réalité. Il prend immédiatement un stylo et ajoute ses propres souhaits complètement fous à la liste. Faire du parachutisme, conduire une Ford Mustang à toute vitesse sur un circuit, embrasser la plus belle fille du monde. Et comment comptes-tu faire ça? On verra bien. Il donne même un nom officiel à cette liste. La liste des rêves. Cole propose alors à Carter de profiter du temps qu'il leur reste pour réaliser ensemble chaque souhait de la liste. Au début, Carter refuse sans hésiter. Il a une famille qu'il ne veut pas abandonner et il a peur des risques inconnus. Pour lui, deux hommes qui n'ont plus beaucoup de temps, qui sont malades, ne feraient qu'accélérer leur destin en partant à l'aventure. Mais une phrase de Cole touche directement une blessure qu'il garde en lui depuis des décennies. C'est toi qui regrettes parce que tu n'as jamais osé. Voici enfin ta chance. Ma chance de quoi faire n'importe quoi. Il n'est jamais trop tard. Après avoir consacré presque toute sa vie à sa famille, il est peut-être temps de vivre enfin pour lui. Lorsque sa femme Virginia vient lui rendre visite, avec elle intention de le faire changer d'hôpital et d'essayer toutes les solutions possibles, Carter prend alors la décision la plus inattendue de sa vie. Il annonce à sa femme qu'il va partir quelque temps en voyage avec Cole. Comment peux-tu simplement Arrête de te battre. Je ne m'attends pas à ce que tu comprennes, mais tu veux faire quoi? Partir avec un parfait inconnu. Ce n'est pas un inconnu, je suis ta femme. Et je suis ton mari. Et je suis leur père. Et je suis leur grand-père. Et je suis mécanicien depuis toujours, et toi tu te trompes. Tout est tramps. Si tu crois avoir trouvé une manière d'échapper à la maladie. Mais Carter ne change pas d'avis. Toute sa vie, il a été un mari, un père et un grand-père. Il a travaillé comme mécanicien avec acharnement et porté des innombrables responsabilités. Mais pour le dernier chapitre de sa vie, il veut simplement retirer toutes ces étiquettes et être enfin lui-même. La première étape du voyage est le saut en parachute inscrit sur leur liste. À plusieurs milliers de mètres des altitudes, Carter, qui a toujours eu le vertige, est accompagné par son instructeur et se retrouve presque projeté hors de l'avion. La peur et la sensation de chute l'envahissent. Mais lorsqu'il parvient enfin à ouvrir les yeux, le ciel bleu infini s'étend autour de lui. La terre ressemble à un immense tableau sous ses pieds. À cet instant, toute sa peur disparaît et laisse place à une sensation qu'il n'avait jamais connue. La liberté de vivre, enfin sans aucune contrainte. De son côté, Cole est totalement euphorique et profite pleinement de chaque seconde dans les airs. Allez, on ouvre J et a l'impression de tomber. On arrive au bon moment, tire sur la corde J et vraiment a l'impression de tomber. Je crois que je suis en train de tomber amoureux. Ouvre le parachute. Je crois que je suis amoureux. Ils se rendent ensuite sur un circuit automobile. Cole réserve toute la piste pour permettre à Carter de prendre enfin le volant de la Ford Mustang dont il rêvait. Au moment où le moteur rugit, la passion enfouie depuis des décennies semble soudain se réveiller. Ils se poursuivent sur la piste. Les voitures se rapprochent dangereusement, mais ils rient comme des adolescents. Au moment où leurs mains tournent le volant, ils ont l'impression de retrouver leur jeunesse pleine d'énergie, la maladie et la vieillesse. Et tout ce qui les attend semble soudain loin derrière eux. Les jours suivants, ils parcourent les quatre coins du monde. C'est indescriptiblement magnifique. Une lumière traverse les régions polaires. Les étoiles semblent vraiment être un cadeau du ciel. Dans un grand restaurant en France, à la lumière des bougies, Cole, qui montre rarement ses émotions, parle pour la première fois de sa fille Emily. À l'époque, sa fille était tombée amoureuse d'un homme qu'il n'approuvait pas, même après être intervenu pour l'aider à sortir d'une situation difficile. Le père et la fille avaient fini par se brouiller complètement, et ne s'étaient plus parlé pendant des années. Après avoir écouté Carter, ne dit presque rien, et ajoute discrètement une nouvelle ligne à la liste. Se réconcilier avec sa fille. Mais ce geste plein de bienveillance met Cole profondément en colère, car il touche à une blessure qu'il refuse d'affronter depuis trop longtemps. C'est à ce moment-là que le dispositif médical de Carter se détache accidentellement. Où tu vas? Sa tenue est rapidement tachée. Ce détail inattendu agit comme un électrochoc et ramène immédiatement les deux hommes à la réalité. Le bonheur qu'ils vivent est bien réel, mais le temps qu'il leur reste, elle est tout autant. Ils poursuivent leur voyage. En Afrique, ils observent la migration des gnous dans les plaines et voient les lions parcourir la savane. Ils découvrent la force sauvage et magnifique de la nature. En voyant certains animaux s'approcher d'un lion, il ressent toute la vitalité de la nature qui les entoure. Il comprend soudain qu'une action destinée uniquement à chasser semble bien insignifiante face à la grandeur de la nature. Au sommet des pyramides d'Égypte, il contemple l'immense désert et parle de la vie et de la mort. Qui aurait cru que nous serions encore là avant de partir? Nous pourrions réaliser deux souhaits d'un coup et admirer quelque chose de majestueux. Difficile d'imaginer quelque chose de plus majestueux. Carter raconte une ancienne légende de telle Égypte. Après la mort, lorsqu'on arrive devant les portes du paradis, les dieux posent deux questions. La première: as-tu trouvé le bonheur au cours de ta vie? La seconde: as-tu apporté du bonheur aux autres? Face à la première question, Cole répond sans hésiter. Toute sa vie, il a poursuivi la richesse, et il a réellement pris beaucoup de plaisir à réussir dans les affaires. Mais lorsqu'il entend la deuxième question, il reste soudain silencieux.
Du bonheur aux autres je ne sais pas. Demande-leur c'est à toi que je le demande. Perdu dans ses pensées, il repense encore une fois à sa fille Émilie, et finit par raconter toute l'histoire de leur rupture. À l'époque, il ne supportait pas de voir sa fille dans une situation aussi difficile. Il avait alors utilisé ses relations pour éloigner définitivement de sa vie l'homme qui lui causait des problèmes, et faire en sorte qu'il ne fasse plus partie de leur vie. Il pensait agir pour la protéger, mais cela lui avait valu la rancœur de sa propre fille. Cole affirme malgré tout que même s'il pouvait recommencer, il ferait exactement la même chose. Mais la douleur dans sa voix révèle depuis longtemps le regret qu'il cache au fond de lui. Après cela, leur voyage continue. Ils poursuivent leur route. En Inde, ils marchent sous la brise du soir. Puis en Chine, ils découvrent des anciens monuments. Ils marchent sur des pierres anciennes et parcourent une partie de la Grande Muraille. La dernière étape de leur voyage les conduit vers le souhait le plus important de leur liste. Contempler un spectacle grandiose de leurs propres yeux. Au pied de l'Himalaya, ils avaient prévu de tenter leur chance vers le sommet de l'Everest. Mais une violente tempête de neige leur barre soudain la route. Les prévisions annoncent que les conditions idéales pour atteindre le sommet ne reviendront qu'au printemps suivant. Mais leur vie est déjà entrée dans son dernier hiver. Ils ne peuvent tout simplement pas attendre d'une nouvelle saison. Ce rêve si proche et pourtant inaccessible fait tomber leur morale au plus bas. Le paysage grandiose est juste devant eux, mais leur temps limité les empêche de l'atteindre. À contre-cœur, ils se rendent finalement à Hong Kong. Dans un bar, Carter rencontre une femme fascinante qui a déjà atteint le sommet de l'Everest. Elle lui décrit doucement ce que on peut voir là-haut. En plein jour, l'air est extrêmement rare, et le ciel devient d'un bleu incroyablement profond. La nuit, la Voie lactée semble descendre du ciel, comme si on pouvait tendre la main et recueillir les étoiles. En écoutant parler avec douceur, Carter a presque l'impression d'être réellement au sommet du monde, et de contempler cette beauté extraordinaire de ses propres yeux. Lorsque la femme lui fait une proposition plus personnelle, Carter décline poliment. Cette rencontre inattendue lui permet au contraire de comprendre enfin ce qu'il ressent vraiment. Après avoir parcouru une grande partie du monde, la personne qui lui manque réellement, et qu'il aime profondément, est toujours sa femme restée chez lui. Il comprend enfin ce que signifie vraiment sa vie. Dans l'avion du retour, Carter s'arrange discrètement avec l'assistant de Cole, pour que la voiture se rende directement devant la maison d'Emily. Il veut pousser Cole à franchir cette barrière qu'il garde au fond de lui, et retrouver enfin sa fille après toutes ces années. Mais cette bonne intention déclenche une profonde colère chez Cole. Tu as tellement peur de quoi? Simplement parce que je t'ai raconté. Mon histoire ne veut pas dire que je veux que tu en fasses partie. Tu n'as aucune idée de qui je suis. J ai bâti une entreprise qui vaut des milliards en partant de rien. Des présidents M ont demandé conseil J et dîné avec des familles royales. Et tu voudrais que je fasse quoi exactement? Ce voyage était censé représenter quelque chose pour moi. Comme s'il allait changer ma vie. Comment tu imaginais que ça allait se passer? Carter, je frappe à la porte, elle ouvre. Elle est surprise et en colère. Mais je lui dis à quel point je l'aime et à quel point elle me manque et puis, au fait, je vais bientôt partir. Alors je viens vers elle parce que je ne veux pas partir seul. Tout le monde a peur de partir seul, je ne suis pas tout le monde. Ce voyage était censé être amusant. Après cela, Cole décide la feuille. La liste remplie de leurs souvenirs communs se sépare ainsi sur une note amère. De retour chez lui, Carter est entouré par la chaleur de sa famille. Lors d'un dîner familial chaleureux, il raconte les histoires incroyables de leur voyage, et son visage respire un bonheur simple et sincère. Pendant ce temps, Cole retrouve sa grande villa vide et froide, avec son intérieur extrêmement luxueux, alors que le silence devient de plus en plus lourd. Il mange seul devant un repas sans âme. La solitude et le malaise l'envahissent complètement. Il comprend enfin que le mur qu'il a construit avec son argent et ses relations ne peut pas empêcher le vide de son cœur de revenir. Cette nuit-là, Carter danse dans les bras de sa femme et retrouve la tendresse de leur jeunesse. Mais son état se dégrade soudainement et il s'effondre doucement au sol. Carter, oh tu joues à cache-cache maintenant des accords. Carter, en pleine réunion, Cole apprend immédiatement la nouvelle et abandonne tout. Il se précipite à l'hôpital. Carter est déjà complètement rasé sur son lit. Son corps est extrêmement faible, mais son regard porte toujours le même sourire. Les deux hommes discutent dans la chambre et plaisantent comme autrefois. Elle boit ça dans son bureau. Quoi? Sérieusement? Le Kopi Luwak est considéré comme l'un des cafés les plus chers du monde, même si pour certains cela semble presque incroyable, presque trop beau pour être vrai. Dans la région où pousse ce café, vit une espèce de petit animal sauvage. Ces animaux mangent les grains de café puis les digèrent. Puis les grains sont transformés naturellement. Ce procédé donne au Kopi Luwak son goût particulier. Tu plaisantes. Tu aimes à bien eu. Le café haut de gamme dont Cole était si fier est en réalité produit à partir de grains transformés naturellement par un petit animal. Cette révélation absurde fait éclater les deux hommes de rire. Et bientôt leur rire se transforme en larmes. Carter prend un stylo et sur la liste des rêves qu'il avait soigneusement conservé, il coche doucement la ligne rire jusqu'aux larmes. Juste avant d'être conduit au bloc opératoire, Carter remet cette liste à Cole avec beaucoup de sérieux. Les derniers souhaits, il devra peut-être les
les réaliser seul. Le lit avance lentement dans le couloir. Carter est conduit vers le bloc opératoire. Et s'arrête finalement devant cette porte qui sépare deux destins. Cole ouvre alors la lettre que Carter lui a laissée. J est passé ces derniers jours à me demander encore et encore si je devais vraiment t'écrire. Si je devais vraiment écrire cette lettre. Finalement, J est compris que je le regretterais si je ne le faisais pas, alors voilà. Je sais que la dernière fois que nous nous sommes vus, nous ne nous sommes pas quittés dans les meilleures conditions. Ce n'était certainement pas ainsi que je voulais terminer notre voyage. Et pour cela je suis désolé. Mais pour être honnête, si J avait une nouvelle chance, je recommencerais. Je ne pourrai jamais te rendre tout ce que tu as fait pour moi. Alors plutôt que d'essayer, je vais te demander de faire autre chose pour moi. Trouve le bonheur dans ta vie. À ce moment-là, une petite fille sort en courant de la pièce et regarde Cole avec curiosité. Cole S. Agenol. À cet instant, sur la liste, le souhait embrasser la plus belle fille du monde est enfin réalisé. Carter ne survit finalement pas à l'opération. Lors de la cérémonie funéraire, Cole, qui déteste habituellement ce genre de moment, se place devant tout le monde pour prendre la parole. Ce qu'il va dire peut sembler égoïste, mais durant les derniers mois de sa vie, J ai vécu les plus beaux moments de toute mon existence. Il a changé ma vie. Et il l'avait compris bien avant moi. Cole s'éteint paisiblement à l'âge de 81 ans. Conformément à ses dernières volontés, son assistant emporte ses cendres ainsi que celles de Carter et monte avec elle jusqu'au sommet de l'Himalaya. L'assistant place les deux urnes dans une boîte à café et les dépose au sommet de la montagne. Il sort alors la feuille, remplie de souvenirs et de regrets, et trace le dernier trait sur la ligne, contempler un spectacle grandiose. Puis la liste est également placée dans la boîte. Il repose désormais pour toujours au cœur de ces montagnes majestueuses.